Bienvenue dans Studio Ésotérique. Salut Evelyne. Alors, imagine juste la scène une seconde. Ton téléphone vibre, tu regardes l'écran et il y a un SMS qui dit « Joyeuse Pâques à tous les trois, maman qui vous aime ». Bon, jusque-là, rien de bien fou, c'est plutôt mignon. C'est mignon, ouais. Sauf que la maman en question, elle est décédée depuis plusieurs mois. Ah oui, d'accord, le frisson immédiat. Et c'est pas tout, le numéro d'expédition, quand tu regardes bien, il comporte un nombre de chiffres qui est juste technologiquement impossible. Genre 14 ou 15 chiffres. Ah ouais, donc c'est même pas une erreur de routage classique, quoi. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, on se lance dans un décryptage fascinant. On va explorer en profondeur des documents qui nous ont été confiés pour vraiment décortiquer la mécanique de ce qu'on appelle la langue invisible de l'univers. C'est un vaste programme, mais c'est crucial de le faire. Complètement. Parce que le but de cette plongée, c'est de comprendre concrètement les rouages derrière tout ça. Les signes, les synchronicités, ces intuitions fulgurantes qu'on a tous eues un jour. Sans tomber dans le mysticisme un peu perché, tu veux dire. Voilà, pas de magie effrayante ici. L'idée, c'est vraiment d'en extraire un mode d'emploi. Comment on fait pour régler sa radio intérieure sur la bonne fréquence, sans se laisser happer par la paranoïa? Ouais, parce que c'est un changement de paradigme complet, en fait. Souvent, la perception humaine, elle est conditionnée. Conditionner comment, Sam? On voit le monde comme un terrain d'obstacles matériels, quoi. Une suite d'urgences logistiques à gérer du matin au soir. Mais si on décrypte la mécanique de ces textes, la réalité, elle se comporte plutôt comme un réseau d'informations interactifs. Un grand champ de solutions. C'est ça, hein. La difficulté, elle vient pas du fait qu'il n'y a pas de message. Elle vient de notre incapacité chronique à les capter. C'est vraiment un problème de récepteur, pas d'émetteur. D'accord. Alors parlons-en de ce récepteur. Parce qu'avant de chercher à capter quoi que ce soit, je suppose qu'il faut déjà identifier ce qui brouille l'antenne, non? C'est l'étape numéro 1. Obligatoire. Et dans les documents qu'on a épluchés pour cette exploration, il y a un concept central qui revient tout le temps. C'est le blocage par les émotions destructrices. Surtout la colère, ouais. Surtout la colère, voilà. Qui agit vraiment comme un brouilleur de signal absolu. Et le truc, c'est que la mécanique derrière ça, elle est hyper rationnelle. Si on prend les études classiques en psychiatrie sur le deuil ou les chocs émotionnels, la colère, c'est une phase inévitable. On y passe tous. Exactement. Mais sur le plan cognitif et même énergétique, c'est une émotion qui est extrêmement exigeante. Elle place le système nerveux en alerte rouge, en mode combat permanent. Donc ça pompe toute notre énergie en fait. Toute l'énergie vitale, toute l'attention de l'individu est mobilisée pour identifier une menace ou chercher un coupable. Du coup, le champ de vision se rétrécit complètement, la conscience se recroqueville sur l'ego blessé. C'est un peu comme si la bande passante mentale était totalement saturée par cette alarme. Pour imager le truc, je me disais, c'est comme porter un gros casque à réduction de bruit. Ouais, je vois l'idée. Tu portes le casque, t'as mis du heavy metal à plein volume dedans, et en même temps, tu t'énerves parce que tu n'entends pas quelqu'un qui toque tout doucement à la porte pour te livrer un colis important. C'est la métaphore parfaite. Ce casque, il illustre super bien l'isolement sensoriel que provoque la souffrance. Le bruit interne est tellement fort qu'il couvre n'importe quelle fréquence plus subtile. On s'isole tout seul finalement. C'est ça. Et c'est pour ça que les textes insistent sur un point fondamental, la déculpabilisation. C'est super important pour ceux qui débutent dans cette écoute intérieure. Ouais, faut pas s'en vouloir si on capte rien quand on va mal. Voilà. Même avec des bases spirituelles solides, quand on traverse une crise aiguë, on redevient tous des débutants. Ne rien voir, ne rien percevoir quand on est terrassé par le chagrin, c'est juste la physiologie qui parle. Le casque est sur les oreilles. Mais alors, la grande question, c'est comment on l'enlève ce casque? Comment on fait pour baisser le volume du heavy metal? Parce que les notes parlent beaucoup d'un concept qui m'a surprise. L'impuissance, je parie. Ouais, l'impuissance, c'est ce qui semble totalement contre-intuitif. Je veux dire, quand on est en colère, on veut justement reprendre le contrôle, on veut agir. Et c'est là tout le paradoxe alchimique du processus. Tant que l'individu lutte frénétiquement pour contrôler une situation qui est, de toute façon, irréversible, il génère ce bruit de fond. Il alimente la machine, quoi. Exactement. Pour transformer cette colère en un espace de réception, il faut passer par l'acceptation radicale de son impuissance. Et attention, on ne parle pas de capituler par faiblesse, hein. C'est capituler par lucidité, c'est ça? Complètement. C'est au moment précis où on arrête d'exiger de l'univers qu'il répare notre ego, au moment où les bras tombent littéralement, que le volume baisse. Le silence intérieur s'installe enfin. Et là, seulement là, l'écoute peut commencer. Ce qui nous amène à un autre mécanisme, encore plus fou, je trouve. Admettons qu'on ait baissé le volume. La porte est ouverte. D'accord, le canal est libre. Le canal est libre, ouais.
Mais dans la vraie vie, on est tous coincés dans une routine infernale. Le métro, les dossiers, les réunions, faire les courses. Comment ce petit signal subtil arrive-t-il à percer le blindage de notre agenda surchargé? C'est la grande ruse de l'univers. La documentation montre une stratégie assez radicale pour ça. Et c'est l'utilisation du chaos. Le chaos qui agit comme un scalpel. En fait, pour bien comprendre, il faut faire la différence entre deux concepts de temps. Il y a ce que les anciens appelaient le chronos. Le temps de la montre, c'est ça? Voilà. Le temps horizontal, quantitatif, les agendas, la routine. C'est linéaire, ça nous pousse en avant et ça nous maintient dans une espèce de somnambulisme. On avance en mode pilote automatique. On coche les cases de la Proudhoniste, quoi. Exactement. Et face à ça, il y a le kairos, le temps vertical. C'est l'instant de bascule, le moment qualitatif, l'opportunité qui suspend le temps. Donc, pour qu'un message arrive jusqu'à nous, il faut littéralement qu'on déchire le tissu du chronos pour laisser entrer le kairos. Et qu'est-ce qui déchire mieux la routine qu'un bon vieil imprévu? Une panne, un accident, une maladie soudaine. Ah, donc nos guides célestes balancent du chaos pour nous arrêter? C'est l'idée, ouais. Ça stoppe net la mécanique bien huilée de notre petite vie. C'est le lâcher-prise forcé par excellence. Quand ton planning s'effondre, t'as plus rien à attendre de ta journée. Donc psychologiquement, tu redeviens disponible. Tu es prêt à tout recevoir? Ce qui me rappelle cette histoire incroyable dans nos sources, l'anecdote du VTC. Franchement, digne d'un film. Ah oui, cette histoire est fascinante. Vas-y, raconte. Retrouve avec une rage de dents foudroyante. Le truc qui détruit bien ton agenda, instantanément. Complètement. La douleur est telle qu'elle doit traverser la ville déserte en urgence, donc elle commande un VTC. Elle monte dedans, et là, la voiture est entièrement plastifiée. Ah oui, les fameuses protections sanitaires extrêmes de l'époque. Ouais, du sol au plafond. Elle décrit l'habitacle comme un confessionnal 2.0. C'était surréaliste. Un vrai décor de science-fiction qui isole les deux occupants du monde extérieur. C'est exactement ça. Et dans cette bulle, avec la douleur qui la rend hyper vulnérable, les barrières sociales habituelles sautent. Elle se met à parler avec le chauffeur, inconnu, mais pas de la météo, une discussion d'une profondeur inouïe. Il parle de la vie, de la mort, de la destinée, Exactement. de la colère, du sens de tout ça, une vraie conversation philosophique qui en fait répondait point par point à ses propres angoisses du moment. Et la chute de l'histoire, c'est le meilleur. Ouais. Le trajet se termine, elle est bouleversée, elle veut garder contact, elle demande sa carte au chauffeur, elle la retourne, et là, 0 numéro de téléphone. Il y a juste un nom de famille dessus. Hasard, avec un Z. Hasard avec un Z. Avec un Z. Le hasard incarné. Incroyable, non? C'est fabuleux. Et quand on analyse les rouages de cette anecdote, on voit très bien comment le chaos a bossé. Sans la douleur physique, sans le confinement absurde, elle serait jamais montée dans cette voiture. Elle aurait jamais eu cette vulnérabilité, c'est sûr. Voilà, elle aurait jamais baissé sa garde pour se confier. L'imprévu a vraiment créé la brèche parfaite. Et le nom du chauffeur à la fin, c'est juste une signature métaphorique pour valider ce moment de kairos. Ça lui confirme que c'était pas du tout fortuit. C'est magnifique comme exemple de synchronicité. Mais là, je me dois de jouer un peu les sceptiques. Je t'attends au tournant. Parce que bon, une fois qu'on a lu ce genre de truc, la tentation, elle est immense de voir des signes dans la moindre miette de pain sur la table. Comment on fait au quotidien pour pas basculer dans la superstition totale? C'est grand piège, évidemment. Bah oui, genre je sors de chez moi, je vois 3 coccinelles sur un muret et mon cerveau a tout de suite envie de se dire « Ah, c'est le cosmos qui me parle ». Quelle est la frontière mécanique entre ça, la paranoïa douce, et un vrai signe? La différence, elle est vraiment au niveau de la source de l'impulsion. En fait, la superstition, c'est un mécanisme de l'ego. C'est-à-dire? C'est une démarche où l'individu, par anxiété, essaye de contrôler son environnement. Ton mental, il veut que la coccinelle signifie que ton entretien de l'après-midi va bien se passer. C'est une projection intellectuelle. On plaque un sens sur un truc banal pour se rassurer en fait. C'est exactement ça. Alors qu'une véritable synchronicité, un signe authentique, il sollicite pas du tout l'intellect dans un premier temps. La mécanique repose sur une résonance émotionnelle immédiate. C'est comme un choc physique avant même qu'on ait le temps d'y penser. Point d'humour. T'as pas besoin de sortir un dictionnaire des symboles pour comprendre le signe. L'évidence s'impose de l'intérieur. Ça court-circuite le mental. D'ailleurs, on a l'histoire de Chantal dans nos sources qui illustre parfaitement cette improbabilité mathématique. Ah oui, l'histoire du 3 décembre. Exactement. Cette femme a dû enterrer son mari décédé brutalement et les obsèques tombent un 3 décembre. Logiquement, cette date devient une cicatrice affreuse sur son calendrier. Une date redoutée chaque année. Voilà. Les années passent, elle fait son deuil et elle décide enfin de s'acheter une nouvelle maison pour un nouveau départ. Il y a des retards bancaires, des soucis de notaire, les trucs classiques quoi.
La paperasse. La paperasse. Et finalement, la date de la signature officielle tombe sans qu'elle ait rien demandé ni manipulé. Un 3 décembre. C'est ce que les textes appellent l'architecture parfaite d'un signe. L'intellect n'est pas du tout impliqué. C'est une administration froide qui fixe cette date. Ouais, l'employé de banque s'est pas dit « Tiens, on va lui faire un signe cosmique ». Bah non, mais la résonance émotionnelle pour elle est instantanée. La date la plus douloureuse de sa vie est alchimisée. C'est comme si la trame invisible avait pris cette cicatrice pour en faire un clin d'œil protecteur. Le message c'est « Ton nouveau départ est juste, on t'accompagne ». D'accord, donc là c'est le grand frisson, l'alignement de calendrier impressionnant. Mais pour percevoir ça au quotidien sans être parasité, les auteurs proposent des exercices très pragmatiques pour les débutants. Surtout pour les anomalies douces, tu sais, les fameuses heures miroirs. Le classique 11h11. Le classique absolu, tout le monde le fait. Tu regardes ton tel, il est 11h11 et paf, le réflexe immédiat, c'est d'aller taper sur Google « signification 11h11 ». Ce qui est d'ailleurs formellement déconseillé dans notre Très droit. déconseillé, oui. Parce qu'aller chercher une définition externe sur Internet, c'est replonger direct dans la superstition et le besoin de contrôle. Alors c'est quoi l'alternative? L'exercice proposé est beaucoup plus fin. Quand tu tombes sur une heure miroir, l'entraînement, c'est d'arriver à figer instantanément le flux de tes pensées. Tu te demandes pas « que dit Internet ?» Tu te demandes à toi-même « c'était quoi l'idée exacte ou le visage précis qui traversait mon esprit la microseconde avant de voir l'heure ?» Ah, donc en fait, les chiffres en eux-mêmes n'ont pas de message propre, ils agissent juste comme un surligneur fluorescent sur notre propre pensée du moment. C'est ça. Ça vient valider ou souligner l'intuition qui était en train de germer dans ta tête. J'adore cette approche. Il y a aussi un deuxième exercice fondamental à aborder, c'est la tenue d'un carnet de bord. Le principe, c'est de consigner toutes ces petites coïncidences, mais sans essayer de les interpréter sur le moment. On note juste la date, l'effet brut, et on referme le carnet. Mais du coup, c'est quoi l'intérêt si on n'analyse pas? L'intérêt, c'est de faire émerger la loi des séries avec du recul. En bloquant l'analyse immédiate, tu désactives l'attente frénétique qui brouille l'antenne. Tu te places vraiment dans une posture d'observateur détendu. Et quelques semaines plus tard, en relisant, En relisant, le fil rouge apparaît tout seul, sans forcer. c'est super concret. Bon, jusque-là, on me l'a parlé des signes environnementaux, l'administration, les chiffres, mais il y a tout un pan de cette documentation qui explore un territoire encore plus intime. Et ça concerne la communication avec les proches disparus. Un sujet souvent délicat. Très délicat, oui. Mais les textes l'abordent presque sous l'angle de la physique, avec une sorte d'économie d'énergie spirituelle. Comment ça fonctionne mécaniquement de leur côté? C'est avant tout une question de densité vibratoire. Faut imaginer qu'un être décédé n'a plus la densité lourde de la matière physique. Son essence évolue sur une fréquence très subtile, très rapide. Donc interagir avec notre monde matériel, qui est lourd et lent, c'est compliqué pour eux. C'est un effort colossal. Ça demande une énergie dingue. Donc, par la force des choses, la moindre manifestation est soumise à une loi de stricte économie d'énergie. D'où le fait qu'ils évitent de déplacer la commode normande en chaîne massive du salon. Voilà, manipuler de la masse, c'est beaucoup trop coûteux. Ils vont plutôt se diriger vers les éléments de notre monde qui sont les plus proches de leur propre état vibratoire. Comme quoi? Les ondes, l'électricité, les champs électromagnétiques. Jouer avec le filament d'une ampoule, faire grésiller une télé, ça demande infiniment moins de densité que de faire léviter un objet, tu vois. Ouais, logique. Mais alors, comment on fait la différence entre l'électricien qui a mal fait son boulot avec un faux contact et la visite de notre grand-père réincarné? Par la signature. L'entité va utiliser ce canal électrique, oui, mais pour transmettre un détail ultra spécifique. Une signature émotionnelle qu'on peut pas mettre sur le dos du hasard. T'as un exemple? Par exemple, la télé qui s'allume toute seule en pleine nuit. Bon, mais elle s'allume pas sur une pub pour de la lessive, elle s'allume sur un dialogue très précis d'un vieux film qui répond à la question exacte que la personne ruminait dans la pièce. Ah ouais, la fameuse résonance. Et s'ils n'utilisent pas l'électricité, ils peuvent stimuler nos sens avec la même économie. Par exemple, diffuser soudainement un parfum ultra caractéristique dans une pièce fermée. L'odeur du tabac pipe du grand-père alors que personne ne fume. Ou faire teinter une note très spécifique d'un carillon. Ce qui me ramène directement à l'histoire du SMS dont j'ai parlé dans l'intro. Pour moi, c'est le cas le plus fou du dossier sur cette utilisation des ondes. C'est vrai que c'est spectaculaire. Reprenons l'histoire de cette maman décédée. C'est une catastrophe absolue avec la technologie. C'était un running gag dans la famille. Elle était incapable d'utiliser un portable correctement. Elle appuyait partout, envoyait des messages vides à la mauvaise personne, enfin bref.
Le profil classique, ouais. Et donc, des mois après son enterrement, alors qu'on est en avril, sa fille reçoit ce texto limpide. « Joyeuse Pax à tous les trois, maman qui vous aime ». Sous le choc, la fille enquête, elle va fouiller dans les métadonnées, elle contacte les opérateurs. Et techniquement, qu'est-ce qu'ils lui disent? Les techniciens sont formels. Ce numéro à 15 chiffres n'est attribué à personne. Il n'existe sur aucun réseau de télécommunications classique. Donc, l'exploit, c'est pas juste d'avoir écrit les mots, c'est d'avoir littéralement forcé le réseau cellulaire. C'est un cas d'école majeur pour rassurer ceux qui ont peur de ces phénomènes. Parce que, soyons honnêtes, beaucoup de gens associent ça à des films d'horreur. T'as un objet électrique qui s'allume tout seul, ça fait flipper. C'est l'inconnu, ça fait toujours peur. Oui, mais l'effort inouï que ça demande de générer un SMS via un champ électromagnétique, ça peut être propulsé que par une force phénoménale. Et cette force, c'est l'amour pur. Et puis, il y a un autre détail crucial dans cette histoire. Lequel ? Ça prouve que la personnalité survit intacte. L'humour survit. Utiliser l'objet précis qu'elle détestait et ne maîtrisait pas de son vivant pour envoyer un message post-mortem, c'est d'une ironie lumineuse. Ah oui, c'est un clin d'œil génial. C'est de l'ingénierie énergétique au service de la tendresse. Faut vraiment dédiaboliser ça. D'accord, mais en pratique, il y a quand même un souci. Que se passe-t-il si pendant la journée on est tellement stressé, saturé par le bruit de la ville, notre cynisme, bref, que rien ne passe, ni les petites synchronicités, ni les interférences électriques, est-ce qu'on est foutu ? Non, heureusement. Les textes parlent d'une ultime porte d'entrée. Le moment où toutes nos défenses s'effondrent biologiquement, le sommeil. Le nuit. La nuit, oui. C'est le territoire préféré des messages subtils. Parce que le filtre analytique de notre cerveau, le fameux vigile à l'entrée, il est endormi. Mais attention, l'analyse pointe une confusion hyper fréquente. Laquelle ? Il faut séparer ce qu'on appelle le rêve au sens neurologique et le songe au sens spirituel. C'est pas du tout la même mécanique. Dans nos notes, le rêve classique est comparé à un logiciel de défragmentation. C'est une super métaphore. Sur le plan psychophysiologique, le rêve, c'est une évacuation. Le cerveau passe la serpillière, il trie les déchets de la journée. Le stress du taf, un conflit avec le voisin, une angoisse latente. Et il compile tout ça dans des scénarios complètement absurdes. Voilà, c'est une hygiène mentale vitale, mais ça n'a aucune dimension transcendantale. Donc rêver que je suis poursuivi par un ours en tutu rose dans les couloirs de mon ancien lycée, c'est juste mon système nerveux qui purge la pression d'un dossier en retard, c'est ça ? Tout à fait. C'est le cerveau qui recycle les tensions. Mais le songe, lui, c'est tout autre chose. C'est de l'ordre du téléchargement direct, une vraie incursion dans le champ de la conscience. Et comment on fait la différence physiquement ? Au réveil, tu le sens tout de suite. Un rêve classique s'évapore assez vite, et ton corps est reposé. Un songe de visitation, par exemple, ça te laisse souvent dans un état d'épuisement profond. Comme si on avait fait un long voyage pendant la nuit. Exactement. Et quand il s'agit d'un défunt qui vient visiter, les codes visuels sont très spécifiques. La personne apparaît souvent rajeunie, rayonnante, en pleine santé. Le but, c'est d'effacer les stigmates de la maladie pour rassurer le dormeur. Mais là encore, on en revient à notre histoire de bande passante. Si mon cerveau est obligé de lancer sa grosse défragmentation parce que je me suis couché hyper en colère, il reste plus de réseau pour le téléchargement céleste. L'antenne est occupée par l'ours en tutu, oui. Alors, comment on prépare le terrain au quotidien ? Ça commence en fait pendant la journée, par l'induction de l'état alpha. Les ondes alpha ? Oui, c'est cet état de conscience un peu modifié, où t'es détendu mais lucide. L'idée, c'est de faire des activités manuelles qui occupent les mains mais libèrent l'esprit. Jardiner, peindre, ou même marcher dans la rue, mais sans casque audio, sans but précis. On muscle sa réceptivité, en somme. Exact. Tu habitues ton cerveau à ralentir. Et ensuite, le soir venu, au moment de se coucher, il y a la fameuse technique de l'incubation de rêve. Comment ça marche ça concrètement ? C'est une programmation de l'inconscient. Une fois allongé, dans le calme, tu vas formuler une question. Mais attention, la règle d'or, c'est la concision. Il faut que ce soit court, clair et sans anxiété. Tu te la répètes mentalement comme un petit mantra, jusqu'à ce que tu t'endormes. C'est comme diriger l'antenne radio vers une fréquence très précise avant de fermer les yeux ? Exactement. Par contre, le truc qui m'a le plus marqué dans les exercices, c'est pas la phase d'endormissement, c'est le réveil. Apparemment, il y a un protocole physique ultra strict pour capturer ces songes. Ah oui, c'est non négociable. Faut avoir un carnet sur sa table de nuit, et surtout, il ne faut, sous aucun prétexte, poser le pré par terre avant d'avoir noté ce qu'on a vu. Pourquoi le sol détruit-il le souvenir lucide ? C'est une histoire de mise à la terre, au sens littéral et électrique. Quand tu poses le pied par terre, tu t'ancres dans la gravité.
Ça déclenche un changement de phase immédiat dans ton cerveau. On passe en mode réveil, quoi. Voilà, tu passes des ondes lentes du sommeil aux ondes bêta de l'éveil actif. Et cet ancrage physique, il dissipe instantanément la rémanence du rêve. Envolé. Donc en restant immobile dans le lit, tu prolonges artificiellement cet état un peu flottant. Et c'est là qu'il faut tout noter à la volée. Même les trucs qui n'ont absolument aucun sens. Surtout les trucs qui n'ont aucun sens. Si tu essaies de faire de belles phrases logiques, tu réactives ton filtre analytique. Faut capturer les données brutes. Un mot, une couleur. La synchronicité, la compréhension, elle viendra peut-être 3 jours plus tard devant un événement banal qui fera écho à ce mot bizarre que tu as noté. Franchement, si on prend un peu de hauteur sur tout ce qu'on vient d'analyser dans ces documents, c'est une démarche super impressionnante. C'est un vrai manuel d'évolution intérieure. C'est ça. D'abord, accepter notre impuissance pour purger la colère et libérer la bande passante. Ensuite, comprendre que le chaos et les agendas qui s'effondrent, ce sont en fait des brèches pour laisser entrer le kairos. Et puis, repérer la résonance émotionnelle des événements sans tomber dans la superstition. S'entraîner à observer les lois de la physique énergétique pour capter les clins d'œil de nos disparus à travers l'électricité, c'est fou. Et enfin, transformer nos nuits en un vrai outil de réception avec l'incubation de rêves. C'est dense, mais c'est hyper applicable. Et pour clore cette analyse, je dirais même qu'on peut dépasser la sphère du simple développement personnel. Les textes effleurent une dimension presque philosophique à la fin, avec une locution latine célèbre, « Homo homini signium est ». L'homme est un signe pour l'homme. Ça implique quoi, ça, dans notre quotidien ? Eh bien, ça renverse toute la perspective. On passe notre temps le nez en l'air ou sur nos petits carnets à guetter l'anomalie statistique qui va illuminer notre propre journée. On attend notre signe à nous, quoi. Mais cette Maxine, elle suggère que la trame invisible, elle utilise le canal le plus direct à sa disposition, nos semblables. La réflexion vertigineuse qui nous est proposée ici, c'est que le grand signe cosmique que quelqu'un attend désespérément ce matin, c'est peut-être pas un rêve prophétique. C'est quoi alors ? C'est peut-être la phrase spontanée, le sourire inattendu, ou la petite maladresse que la personne qui nous écoute va offrir tout à l'heure à un inconnu à la boulangerie. Donc, nous serions tous, sans même le savoir, les algorithmes de synchronicité des autres. Précisément. Chacun de nous a la capacité d'être l'agent du kairos pour autrui. C'est une invitation radicale à faire attention à nos interactions les plus banales. Parce qu'elles cachent peut-être, à notre insu, la réponse à la prière silencieuse de la personne qu'on a en face de nous. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner.